Bonjour Sandrine Rousseau, bienvenue. Vous êtes députée écologiste de Paris. Un mot sur ces images. Ils sont à Bruxelles, ils sont devant le Parlement européen, les agriculteurs. Oui, et la crise agricole est d'une ampleur rare. Elle couvre depuis des années et des années. Et là, on arrive au point de non-retour. Après, la question, c'est quelles sont les revendications des agriculteurs? Et moi, j'entends beaucoup du revenu. Et la réponse du gouvernement se contente de la question des normes. Et j'entends aussi qu'il y a des demandes sur les normes. Mais j'alerte sur le fait que les normes sont des normes pour la plupart protectrices en réalité, et de l'environnement et des consommateurs, et qu'il va falloir que... Ça veut dire que ces surnormes décriées par les agriculteurs, vous vous dites qu'elles sont absolument nécessaires ? Parce qu'on est mieux disant que l'Union européenne, pour dire la chose clairement, sur certains sujets. Oui, mais on a, je rappelle, un effondrement de la biodiversité d'une ampleur qui nous met en danger nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas aller sur quelque chose qui aggrave le danger et pour la santé et pour la planète. Et en fait, il y a une espèce de mouvement composite dans le mouvement des agriculteurs actuellement. Et je pense que d'agriculteurs qui n'ont pas de quoi vivre et qui se suicident, qui sont dans une détresse inouïe, on passe vers quelque chose d'autre qui est la destruction des normes environnementales, dont je rappelle quand même qu'elles sont là pour protéger. On ne peut pas faire les deux ? On ne peut pas vivre correctement et protéger l'environnement ? Au contraire, je pense que c'est précisément les deux. Mais comme on a un gouvernement qui n'arrive pas à réguler, qui n'arrive pas à poser le mot de revenu, qui n'arrive pas à poser le mot de prix plancher, qui n'arrive pas à protéger... Il l'a fait avec une loi que personne n'avait votée avant, la loi Egalim 1 et 2. Oui, mais sauf que la loi Egalim n'est pas appliquée, et que les entreprises de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire sont dans un contournement d'Egalim qui aujourd'hui n'a jamais été réellement sanctionné. Donc en fait, Egalim, c'était une façade qui n'a jamais permis de garantir le revenu des agriculteurs. Je rappelle qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, moi, dans les semaines précédentes, là, c'est que sur 100 € de dépenses alimentaires des ménages, de vous et moi, sur 100 €, il n'y a que 6 € qui va aux agriculteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les 94 autres euros vont à la grande distribution, vont au transport. Et en fait, là, on a un problème. C'est-à-dire que les Français et Françaises seraient d'accord pour payer davantage les agriculteurs. Je pense que sur leurs 100 € de dépenses d'alimentation, ils seraient tous d'accord pour qu'on aille bien au-delà de 6 € pour les agriculteurs. Mais pour ça, il faut accepter de réguler l'agro-industrie et l'agroalimentaire et la grande distribution. Il faut aller sur le profit de la grande distribution. Est-ce que le gouvernement en est capable? Aujourd'hui, il n'a jamais montré. Oui. Bruno Le Maire a dit, là, on ira jusqu'à 2% de pénalité sur le chiffre d'affaires des distributeurs s'ils ne font pas respecter la loi Egalim. Oui, ce qui signifie des dizaines de millions d'euros. On a de multiples fois essayé d'encadrer les surprofits, de limiter la part d'augmentation des produits alimentaires par la grande distribution. On l'a fait de mille et une manières. À l'Assemblée, on en est à 3 ou 4 propositions de loi là-dessus. Le gouvernement et la majorité n'ont jamais soutenu ces lois. Jamais. Donc en fait, là, nous, on essaye depuis maintenant des mois d'éviter la casse. Et on l'a fait bien avant le mouvement des agriculteurs. Et quand je dis nous, c'est toute la NUPES. Et en fait, on n'a jamais eu le soutien du gouvernement. Il y a une loi sur les prix planchers qui, par exemple, avait été soumise par, je crois que c'est le groupe Insoumis. Ça n'est pas passé à 6 voix, il nous manquait les voix de la majorité, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de volonté d'aller chercher ce qui est au cœur du sujet, c'est-à-dire qui prend la valeur ajoutée, qui prend la plus-value sur le travail des agriculteurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la grande distribution et l'agroalimentaire. Madame Rousseau, cette actualité, elle était marquée aussi par un événement plus personnel. Vous êtes rendue avec Madame Tondelier à la rencontre de viticulteurs, vous avez été insultée, j'allais dire doublement, insulte sexiste, va faire la soupe, salope. Insulte directe, donc action en justice contre le viticulteur qui vous a insulté. Puis des élus du Rassemblement national ont posté une photo qu'ils avaient prise devant cette banderole qui reprenait cette phrase. Vous aviez demandé une sanction à l'Assemblée nationale contre ces élus. On en est où de ça? J'ai fait la lettre lundi, donc j'attends que le bureau de l'Assemblée nationale réponde. Mais je pense que dans la mesure où ils posaient en écharpe, alors c'est pas cette photo-là, mais dans une autre, ils sont en écharpe, donc ils représentaient l'Assemblée nationale. Je pense qu'aucun député aujourd'hui en France en 2024 ne peut représenter l'Assemblée nationale devant une pancarte disant « va faire la soupe, salope ». En fait, ça n'est pas possible. Et donc, les insultes sexistes, ça reste quand même l'argument suprême quand on n'a plus aucun argument. Le Rassemblement national devrait travailler ses arguments de fond, parce que je pense que ça n'est pas acceptable en République d'avoir ce type d'insultes. Vous avez eu un échange direct avec eux ?
Avec les députés du Rassemblement national, non, j'ai pas du tout. Il n'y a pas eu d'excuse de leur part, c'était ma question. Non, d'aucune manière. Autre actualité de l'Assemblée nationale, l'inscription dans la Constitution de la liberté à l'IVG. Bon, l'Assemblée nationale a très largement voté ce texte. Le Sénat va se pencher dessus. Le président du Sénat a d'ores et déjà dit qu'il trouvait que c'est... Je vais reprendre les mots de tête, mais la loi fondamentale n'est pas un catalogue de mesures sociétales. Voilà ce qu'a dit Gérard Larcher. Vous avez tout de même bon espoir que le Parlement en Congrès fasse passer cette décision ? Oui, parce que Gérard Larcher ne représente pas, heureusement, tous les élus du Sénat. J'ai l'impression qu'il candidate au rôle de patriarche en patriarcat, là, mais en fait, il y a quand même d'autres manières de voir cette loi, et notamment la garantie du droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Et surtout, moi, je voudrais que ça passe, et pour nous protéger les femmes en France, mais aussi pour envoyer un signal extrêmement fort à l'ensemble du monde en disant c'est possible d'intégrer le droit à l'IVG dans les textes fondamentaux d'une république. Et en fait, je suis sûre que d'autres femmes, d'autres féministes ailleurs dans d'autres parlements se saisiront de cette occasion pour pouvoir faire passer la même chose. Et c'est comme ça que les luttes aussi progressent. C'est par un espèce de bâton de relais invisible que nous passons de femme en femme. On a les chiffres ce matin d'Interstat, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils sont pas bons. Ils ne sont pas bons sur les violences intrafamiliales et beaucoup concernent les femmes. Ils ne sont pas bons aussi parce que la parole se libère. Est-ce que vous en faites cette interprétation ou est-ce que vous estimez que les violences contre les femmes continuent d'augmenter ? Non, je pense que les violences continuent d'augmenter sur les femmes et sur les enfants, particulièrement dans la sphère intrafamiliale. Et en fait, depuis le Covid, les indicateurs explosent et de dégradation de la santé mentale des personnes, mais aussi des violences. Et je pense qu'on ne mesure pas ce à quoi sont confrontés les femmes et les enfants. Et on est dans une conjoncture économique et sociale très tendue. Il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à acheter des biens alimentaires, on en parlait tout à l'heure. Il y a énormément de personnes qui ont des logements qui sont difficiles. Et en fait, la conjoncture économique et sociale, on sait, tend les choses à l'intérieur des foyers, donc ça aggrave l'exposition aux violences. Ça n'est pas le seul facteur, évidemment, mais là, je crois qu'il faut vraiment faire un plan d'urgence de protection des personnes à l'intérieur de la famille. C'est pour ça que nous, on dit le privé est politique, parce que, en fait, il y a des mesures, Madame Rousseau, il y a des mesures, Madame Rousseau, qui ont été prises. Des maisons départementales pour accueillir les femmes sans condition, leur offrir des ressources pour qu'elles puissent se mettre à l'abri, la multiplication des bracelets grave danger, des téléphones grave danger. Pardon ? Non, mais ça fait partie des mots qui sont posés, mais dans les faits, il n'y a pas de... On voit, les féminicides ne diminuent pas massivement, les violences conjugales augmentent, les violences sexuelles augmentent aussi. Aujourd'hui, on a des mots comme grande cause, voilà, qui sont des mots dont se gargarise vraiment le gouvernement. On a l'habitude, mais à la fin, ça ne se traduit pas par des politiques publiques d'ampleur. Et là, moi, je voudrais vraiment dire qu'il y a des enfants en danger aujourd'hui et des femmes en danger. Gabriel Attal, au cours de son discours de politique générale, a dit, et je le cite, « Personne ne revendique un droit à la paresse en France », auquel vous avez répondu par un tweet. « Un jour, je vous parlerai vraiment du droit à la paresse et de son intérêt majeur pour penser l'avenir. » On ne va pas avoir le temps de faire un exposé sur le droit à la paresse. C'est un livre de Paul Lafargue, qui était lui-même de la famille de Karl Marx, indirectement, dans une époque... Alors, le droit à la paresse... Monsieur Thiers crée le droit au travail, donc à avoir un travail, et poussé par une partie de la gauche, Monsieur Lafargue développe toute cette théorie sur le droit à faire autre chose, donc à profiter en fait de l'immédiateté contre le travail qui serait une projection. Pourquoi est-ce que ce que vous dites, vous, ne passe pas aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que votre droit à la paresse, a priori, agace ? Moi, je pense que au contraire, ça agace parce que ça prend. C'est-à-dire que le droit à la paresse, on le voit dans toutes les statistiques. Il y a une personne sur deux en France qui imagine pouvoir démissionner de son travail. Tous les métiers à contrainte, je pense à tous les métiers du soin, sont boudés aujourd'hui, et les métiers de la restauration, etc., sont des secteurs en tension. Ils sont boudés par les personnes. Là, j'étais hier encore dans un hôpital psychiatrique où on me disait qu'il y avait une crise énorme de la psychiatrie. Ça veut dire que vous dites aux Français qu'ils devraient pouvoir s'arrêter de travailler ? Mais bien sûr, je pense que c'est prendre soin de nous, en fait. Et le modèle que nous a présenté Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, c'est un modèle économique et social des années 50 où il faut toujours produire plus. Aujourd'hui, on arrive à la limite de la planète et de nous-mêmes. Et combien de personnes sont en mauvaise santé ? Ce serait quoi ? Ce serait un genre de droit opposable ?
Non, ce serait une diminution du temps de travail et c'est un droit, c'est un temps où on a le droit de prendre soin de soi, où on a le droit de ne pas être productif. Et ça, on a l'impression, et d'ailleurs, ça n'est pas qu'une impression, quand on voit que l'ASS va être supprimée, que il y a plein de personnes qui vont passer au RSA, quand on voit que les allocations chômage sont attaquées, que tout le modèle social d'une manière générale est attaqué, que Gabriel Attal n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est aller travailler, aller travailler, aller travailler. Moi, je dis, c'est aussi un outil de libération pour beaucoup de gens, le travail. C'est aussi un moyen de s'assumer, de vivre plus librement. Évidemment, évidemment. Mais la vie ne se résume pas au travail. La vie ne se résume pas au travail. Et aujourd'hui, la question du bien-être doit être au centre de notre société. C'est valable pour les élus ? Et de notre modèle. Ah bah oui, j'aimerais bien. C'est-à-dire que vous avez envie de vous reposer un peu ? J'aimerais beaucoup avoir des temps, détachés de la politique, mais vous savez bien que c'est compliqué. Ouais. Merci Sandrine Rousseau.